Regardez, nous sommes ici avec Manuel Alix Surprenant et Renaud Vinet-Houle. C'est les co-réalisateurs, les co-auteurs de ce livre qui s'appelle La couleur de l'adoption. Donc, ils sont ici à nos studios à Radio-Canada International. Merci d'avoir accepté l'entrevue. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça va très bien, merci. Racontez-moi, d'où est venue l'idée de faire ce projet? Parce que vous nous présentez les portraits de 30 personnes qui ont été adoptées. Mais d'où est venue l'idée de réaliser un projet de ce genre? En fait, on entend souvent parler de l'adoption, mais pour la plupart du temps par la bouche des parents adoptants ou des journalistes. Et puis, on s'est rendu compte que, bon, Renaud et moi, on est des personnes adoptées, on n'est plus des enfants. Souvent, on pense à l'adoption juste des enfants adoptés, mais maintenant, on est des adolescents, on est des adultes en majorité. Fait qu'on s'est dit, il me semble que ça serait temps que les adoptés prennent leur propre parole parce qu'on est 20 000 personnes adoptées au Québec. C'est quand même beaucoup, puis c'est rare qu'on entend parler de leur histoire, de leurs propres mots, avec leurs propres questions ou les sentiments qu'ils vont avoir par rapport à l'adoption. Fait qu'on voulait vraiment laisser la narration aux personnes adoptées. Puis on est vraiment fiers de la démarche d'avoir fait ça, d'avoir laissé la liberté d'expression à chacune des 38 personnes qu'on a rencontrées. 38, je pensais Oui. que c'était 30, d'accord. Bien, il n'y a pas de problème. On est vraiment fiers de ça. Puis surtout, c'est la première fois que ça se fait en français. Pour nous, c'est important de donner la voix à ces personnes en français. Comme Manuel l'a dit, il y a beaucoup de trucs qui ont été faits par des parents ou des intervenants, mais en français, par des personnes adoptées. Une démarche faite par des personnes adoptées, c'est pas que ça se fait dans la francophonie. Est-ce que vous avez entendu dans les conversations que vous avez eues avec ces personnes-là, est-ce qu'il y a un point commun entre vous, parce que vous faites partie de cette cohorte de 20 000 personnes adoptées au Québec? Donc, est-ce qu'il y a un point commun, quelque chose qui vous unit? Moi, je dirais que la question d'identité, c'est un dénominateur commun. On se fait souvent demander, mais toi, tu es qui? D'où tu viens? Puis après ça, on dit, mais je viens de Saguenay, mais en fait, ah oui, je viens aussi du Pérou. Donc, toutes ces questions-là, savoir à qui on appartient, comme s'il fallait choisir une nation ou une autre, une famille, soit la biologique ou soit la famille adoptive. Fait que ces questionnements-là, en fait, puis la tentative de trouver une réponse, je pense que c'est un aspect commun chez toutes les personnes adoptées. Moi, je dirais que l'adoption, c'est une espèce de long parcours, une espèce de cheminement qui peut aller du début jusqu'à la fin. C'est vraiment libre à tous d'avoir sa propre histoire par rapport à l'adoption. Puis, ce qui fait la beauté de la couleur de l'adoption, c'est qu'on a rencontré des gens, autant des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des parents, des personnes adoptées qui sont devenus parents. Puis je pense qu'à chacune des étapes de la vie des personnes adoptées, il y a des trucs qui reviennent et qui nous unissent tous ensemble. Parlons maintenant, Manuel Alix Surprenant, d'un autre projet que vous avez fondé en 2010. 2010, c'est ça. Libridé, c'est un organisme à but non lucratif qui a réalisé cette recherche de ces personnes qui voulaient peut-être se trouver une identité commune. Donc, parlez-nous de Libridé. Bien, en fait, moi, en 2006, je suis retournée dans mon pays d'origine. J'ai rencontré ma mère biologique. J'ai travaillé en Corée. Je suis revenue au Québec avec plus de questions que de réponses. Et je me suis dit, bien, je ne dois pas être seule à me poser toutes ces questions-là puis avoir un parcours, en fait, d'adoption. Et j'avais pas trouvé d'organisation qui répondait à mes besoins. Donc, quelques années plus tard, j'ai décidé de cofonder Libridé, qui est un organisme à but non lucratif pour les personnes adoptées à l'international. Et le but premier, c'était l'aspect de socialisation pour briser l'isolement des personnes adoptées parce que des fois, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre cette situation-là. On se pose des questions, on a l'impression qu'on n'est pas trop légitime de les aborder. Puis finalement, quand on rencontre d'autres personnes adoptées, bien, on réalise qu'on n'est pas seul et qu'on a plusieurs aspects en commun. Ensuite, on a développé le point de l'intervention pour permettre aux personnes adoptées qui ont besoin de soutien professionnel adapté à leurs besoins à titre de personnes adoptées, de pouvoir, en fait, bénéficier de certains services, des groupes de parole ou des rencontres avec des psychologues, par exemple. Et on fait aussi la représentation de l'intérêt des personnes adoptées au sein du gouvernement, donc pour changer les politiques en adoption, pour que les adoptés aient leur voix au niveau, en fait, des politiques, mais aussi beaucoup dans le milieu académique pour instruire les jeunes cerveaux et aussi dans le milieu public avec des entrevues dans les médias, par exemple. Et je dirais que, tu sais, Renaud et moi, ça fait environ 10 ans qu'on est impliqués dans le milieu de l'adoption. Fait qu'on a vu toutes sortes d'histoires, on a vu toutes sortes de questionnements, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a rien qui équivaut à rencontrer des personnes adoptées entre personnes adoptées. Parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas besoin de s'expliquer. C'est comme si on se comprenait tout de suite quand on partageait nos histoires avec les autres, puis ça apporte un certain sentiment d'apaisement et de compréhension, puis des fois, ça nous permet d'aller de l'avant finalement. Fait qu'autant Libridé,
qui est un organisme à but non lucratif qui permet aux personnes adoptées de se rencontrer, que La couleur de l'adoption, qui est un projet développé par Renaud et moi. On pense que c'est deux initiatives qui permettent finalement aux personnes adoptées de réaliser qu'elles sont des personnes adoptées, qu'elles ont une histoire et que cette histoire-là, elle est importante. Comment vous vous êtes connus, justement? Vous dites que ça fait 10 ans que vous travaillez dans ce milieu-là, mais comment vous vous êtes connus, vous? C'est une bonne question. Pour faire une histoire courte, moi, je suis adopté du Pérou et j'ai retrouvé ma famille biologique en utilisant Facebook en 2008. Et après ces retrouvailles qui ont changé ma vie dans plusieurs sens, j'avais le goût de partager mon histoire, j'avais le goût d'en parler parce qu'avant, j'en parlais pas du tout. Puis là, j'avais vraiment besoin de partager ça. Mon histoire a paru, je fais des trucs à Radio-Canada, dans la presse. J'avais vraiment besoin de m'exprimer par rapport à ça. Emmanuel a entendu parler via le rayonnement que mon histoire a eu dans les médias à l'époque, il y a déjà 10 ans. A entendu parler de mon histoire de retrouvailles. Puis c'est comme ça qu'on a été mis en contact. J'ai assisté à une des premières, à l'époque, une des activités de l'Hybridé, justement pour raconter comment s'étaient passées mes retrouvailles. C'était une petite thématique, justement, des retrouvailles dans nos pays d'origine. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Emmanuel. Et puis, j'ai aussi compris l'importance de l'Hybridé, qui offrait un espace, un endroit sécuritaire, de confiance pour pouvoir s'exprimer, parler, échanger sur des trucs reliés à l'adoption, à nos retrouvailles, nos sentiments. Et depuis 10 ans qu'on se connaît, comme Manuel l'a dit, on a rencontré plein de personnes adoptées, puis de là est venue l'idée, Manuel et moi, de cofonder l'Hybridé. Dans ce projet de La couleur de l'adoption, est-ce que La vous... couleur de l'adoption. Désolée, j'ai dit l'Hybridé, mais je voulais dire la La couleur de l'adoption. J'ai compris, on a compris, je pense. Donc, dans ce projet, justement, La couleur de l'adoption, vous prenez des photos de ces personnes, c'est des portraits visuels de ces personnes-là, mais c'est aussi des portraits de l'histoire de ces personnes-là. Donc, chacune de ces personnes raconte ses livres à vous pour vous raconter une histoire. Le processus pour en arriver là, est-ce que c'était dur de les faire raconter cette histoire? Parce que vous êtes très ouvert par rapport à votre parcours personnel, mais eux, est-ce que c'était aussi facile pour vous? Oui, c'est intéressant parce que nous, notre démarche, en fait, on avait lancé un appel à tous pour les personnes qui souhaitaient participer et c'est les personnes adoptées elles-mêmes qui devaient nous contacter en envoyant un texte préliminaire pour démontrer leur intérêt. Donc, nous, on ne forçait pas personne à participer. Et si un parent nous disait « Ah, mon enfant serait intéressé », en fait, c'est la personne elle-même qui devait nous contacter. Exactement. Et il y avait une certaine forme de texte. Ensuite, Renaud et moi, on s'est déplacés pendant 3 ans de temps à rencontrer les personnes adoptées dans leur milieu de vie. Donc, on s'est déplacés Chicoutimi, Trois-Rivières, Gatineau, Saint-Jean-sur-Richelieu, Terrebonne, Montréal, Laval. Bref, on a fait 9 régions administratives pour les rencontrer en personne pour faire des entrevues style récit de vie. Et puis, c'était quand même assez intéressant parce qu'il y a quelque chose qui se créait quand on rencontrait les personnes adoptées. Il y en avait certaines qui n'avaient jamais parlé d'adoption. En fait, qu'elles n'avaient jamais osé prendre la parole sur leur histoire. D'autres qui étaient très habituées à en parler. Puis on voyait la différence d'aisance, mais je pense qu'un point commun aussi qu'on a réalisé, c'est qu'à la fin de chaque entrevue, les gens sentaient une genre de... peut-être une libération, une espèce d'enthousiasme par rapport à leur propre histoire. Une sorte de fierté, peut-être? Une sorte de fierté, exactement. Et savoir qu'ils sont, en fait, que ces personnes-là peuvent être comprises. Mm-hmm. Ce qu'on voulait aussi montrer via, comme Manuel l'a bien dit, aussi les photos, on voulait montrer qu'un touchette, par exemple, peut être noir, un tremblé peut être d'origine asiatique, un gagnon peut être d'origine haïtienne. Puis c'est aussi ça qu'on voulait montrer via les photos. Puis ça a été aussi de représenter, moi j'ai pris les photos, ça a été de représenter aussi les histoires, puis chacun une histoire différente, c'est 38 vraiment récits différents. Ça a été de représenter ça vis-à-vis, en utilisant la photo. Ça a été une belle... vraiment, je suis vraiment fier du résultat final. Est-ce que vous diriez que, justement, les noms représentent beaucoup notre identité? Donc, souvent, quand le nom ne correspond pas à l'idée qu'on se fait d'une personne, bien, c'est un peu surprenant. Est-ce que vous avez vécu ça, vous, personnellement? Oui, tout ça arrive régulièrement, constamment. Quand on prend des rendez-vous, par exemple, au téléphone, on nomme notre nom, justement, on doit spécifier. En tout cas, moi, je le spécifie maintenant. Ah, by the way, je suis une personne asiatique, alors si vous me cherchez, ça sera moi. Il y a toujours la surprise dans le regard des gens, mais comme Renaud l'a mentionné, tu sais, le visage du Québec change, le visage à l'international change, donc on peut plus s'attacher nécessairement à un nom versus une identité physique parce que les personnes adoptées, mais les enfants de 2e génération de personnes immigrantes aussi, c'est
peut-être pas un défi, mais une réalité à laquelle ils font face quotidiennement. Et puis, ce qu'on a trouvé intéressant dans le livre, c'est qu'il y a certaines personnes adoptées qui ont préservé leur nom d'origine, soit que c'est les parents qui ont décidé de garder le nom d'origine, ou il y en a qui se sont réappropriés leur nom ou leur prénom d'origine, soit pour des projets artistiques ou parce qu'elles réalisent finalement que leur identité, une partie de leur pays d'origine leur appartiennent, puis elles souhaitent le faire rayonner à travers leur nom aussi. Et puis, c'est vraiment, je trouve, un bel outil pour un peu faire tomber ces barrières-là de préjugés quand les gens peuvent avoir des fois en nous parlant au téléphone, puis là, ils nous voient, puis il faut qu'on explique, je suis adopté, ah oui, mon Dieu, veux-tu retrouver ta vraie famille? Puis, tu sais, de voir des fois à faire face à ces types de questions-là qu'on peut avoir. La vraie famille. La vraie famille, ta vraie mère, puis c'est... En fait, je pense que les personnes adoptées, on a aussi c'est ça, on est vraiment entre les deux, avoir un nom, un profil québécois, puis quand les gens nous voient, ils ont tout le temps une petite surprise, mais je pense que c'est ça, c'est un bel outil pour faire un peu tomber cette barrière-là. Bon, ça s'appelle La couleur de l'adoption. Je le remets ici devant la caméra pour que les gens puissent le reconnaître. Et c'est maintenant, en fait, le lancement, c'est ce 25 avril à Montréal. Ça a déjà été lancé ailleurs au Québec, me semble? Oui, ça a été lancé à Québec le jeudi 12 avril, suite à notre présence au Salon du livre au Salon international du livre de Québec. Donc voilà, à Montréal, c'est ce 25 avril. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, on va feuilleter tout ça et lire tout ça avec beaucoup d'intérêt. Certainement, le livre est disponible en librairie partout au Québec. C'est ça que j'allais demander. Les gens qui sont intéressés peuvent aller se le procurer. En France aussi, il est disponible. Dans la francophonie, il est disponible partout. Vous faites bien de le dire parce qu'on a du public ailleurs dans le monde, effectivement. Donc, beaucoup de gens qui nous écoutent en France et ailleurs. Exactement. Sur lacouleurladoption.com, il y a toute la marche à suivre pour se procurer le livre. Merci beaucoup. Merci. Merci.